Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole aux leaders d'une économie juste et soutenable. Je suis toujours en compagnie de Thomas Brozard, bien sûr. Salut Thomas. Bonjour. Et pour ce deuxième épisode de cette nouvelle saison, on accueille Mathieu Tout-le-Monde, fondateur d'Agoterra. Agoterra accompagne la transition agricole et développe un certificat biodiversité avec l'ONG Noé. Bienvenue Mathieu. Bonjour. Avec nous également Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, qui s'apprête à lancer Scored, un outil de notation des marques. Bienvenue. Merci, bonjour. Également avec nous sur ce plateau, Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée, qui lutte pour des produits durables et réparables. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet de la consommation responsable et à cette question, comment orienter les choix des consommateurs pour qu'ils protègent notre santé, la biodiversité et les entreprises qui font vraiment bouger les lignes. Pourquoi, alors que l'envie est là, c'est encore si compliqué de faire les bons choix? Est-ce qu'on est noyé sous les labels? Est-ce que l'info est la bonne? Et puis, qu'est-ce qui peut vraiment faire bouger les usages à grande échelle? On en parle avec celles et ceux qui agissent concrètement. Dans le pour ou contre, faut-il responsabiliser les consommateurs ou réguler plus fermement les entreprises? Peut-on vraiment transformer le marché avec de l'information ou faut-il passer par la contrainte? C'est la colle que nous posons à nos invités. Et enfin, dans le Good to Know, on fera un tour de table d'initiatives qui montrent qu'une autre consommation est possible et déjà en marche. For Good, c'est parti. Et avant d'entrer dans le débat, posons un peu le décor. On parle beaucoup de consommation responsable, Thomas, mais on oublie souvent à quel point le consommateur est sollicité, responsabilisé, parfois même culpabilisé. Alors, comment l'aider à faire les bons choix sans lui faire porter tout le poids de la transition? Tu voulais justement revenir sur cette tension entre responsabilité individuelle et transformation collective. Oui, et puis déjà, peut-être évoquer le fait que peut-on considérer que des consommateurs seraient irresponsables dans leurs actes d'achat? Je trouve que c'est un peu fort de le dire comme ça, mais parfois le comportement de certaines marques peuvent le laisser penser. J'aimerais évoquer pour commencer cet édito une situation assez intéressante à analyser qui date de 2023, alors que des hauts dirigeants de Coca-Cola à l'époque se lancent dans un plaidoyer autour du fait qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de gisements de plastique pour faire des bouteilles recyclées. Et à l'époque, ils nous expliquent que ils ont deux problèmes. C'est le fait de vendre suffisamment de bouteilles en plastique pures pour avoir du gisement de recyclé et la collecte, le geste réalisé par les consommateurs une fois qu'ils ont bu leur boisson pour récupérer ensuite ces bouteilles. Cette séquence, elle est hyper intéressante parce qu'elle montre bien à quel point parfois les marques jouent un jeu, parfois je trouve, de dupe pour rejeter une forme de responsabilité sur des consommateurs à qui on a mis entre les mains des produits jetables à usage unique. Alors, ça montre à quel point ces consommateurs, ces consommatrices sont mis sous pression très régulièrement à travers leur comportement. On leur demande aussi d'essayer de sauver la planète et de favoriser des conditions sociales des travailleurs qui soient meilleures alors que leur pouvoir d'achat reste limité et que le cadre réglementaire ne favorise pas les offres justes. Ils sont saturés d'informations. Il existe des dizaines, peut-être même plus de 100 labels généralistes et sectoriels en France. Difficile donc de s'y retrouver avec au final un sentiment de culpabilisation de ces consommateurs qui n'aident pas beaucoup, je pense. Et alors justement, est-ce qu'on n'en demande pas trop aux consommateurs alors que les vraies décisions se prennent en amont du côté des entreprises et des politiques Alors publiques? peut-être, mais il y a un certain paradoxe entre l'envie et l'action, puisque chaque année, il y a un baromètre intéressant qui est réalisé par l'ADEME avec le cabinet Greenflex, qui nous dit par exemple dans sa dernière édition que 7 Français sur 10 déclarent vouloir consommer responsable, mais dans les faits, 75% restent principalement guidés par les prix qu'ils ont en face d'eux lorsqu'ils réalisent leurs actes d'achat. Certains secteurs semblent en difficulté aussi pour faire advenir des offres plus vertueuses dans la mode face à l'émergence de l'ultra fast fashion. Je pense qu'on en parlera un petit peu aujourd'hui. Dans le numérique, où l'obsolescence programmée s'est largement installée. Dans l'alimentaire, évidemment, où le bio a connu des années difficiles, même s'il semblerait qu'il y a un rebond qui émerge en ce moment. Résultat, on veut bien faire, mais souvent on achète mal. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de choix éclairés quand le budget reste le premier critère d'achat? Alors, au-delà du budget, il faut aussi évoquer le poids du marketing dans tout ça, hein. L'autorité de régulation de la publicité nous dit qu'un Français est exposé entre 1200 et 2000 fois par jour à des messages publicitaires. Imaginez la pression que cela fait peser sur les comportements d'achat, avec des messages qui poussent à consommer plus vite,
plus jetables et souvent des choses qui pourraient sans doute être jamais fabriquées. Par-dessus ça, des pratiques parfois dites de greenwashing vont aussi brouiller le message et les comportements en repeignant en vert des produits et des services qui bien souvent abîment le vivant. Et alors finalement, est-ce que le marketing ne finit pas par gâcher tous les efforts de pédagogie en créant de faux besoins et en masquant les vrais coûts? Alors peut-être l'information est évidemment nécessaire, on l'évoquera aussi. Un vrai levier pour réussir à transformer les offres étant évidemment aussi la régulation. On l'a vu d'ailleurs ces dernières années avec la loi AGEC par exemple sur le volet de l'économie circulaire, avec les indices de réparabilité qui deviennent obligatoires, ou avec ce jour même le lancement d'un affichage environnemental des vêtements lancé par l'État pour des marques volontaires. Sans doute donc que celles qui le feront sont celles qui auront un bon score à travers leurs pratiques. Néanmoins, ça permet de commencer à initier un mouvement. Alors, responsabiliser l'individu ou réguler les entreprises? On l'a dit donc, les deux sont nécessaires, même s'il faudra sûrement définir des priorités. J'aimerais surtout terminer en disant, au-delà du marketing, du cadre réglementaire et du pouvoir d'achat, j'aimerais terminer en détournant un slogan publicitaire bien connu. Je pense qu'il vous dira quelque chose à toutes et tous, qui dit « le vrai prix des bonnes choses ». Et je voudrais le détourner parce que ce slogan vraiment me percute au plus haut point, m'agace d'ailleurs, parce que je pense qu'en réalité, il serait temps qu'on paye le vrai prix des mauvaises choses. C'est-à-dire ces choses qui génèrent des externalités absolument atroces en matière environnementale et sociale, mais qui ne se retrouvent jamais dans le prix en rayon. Tout ça, c'est un coût pour la collectivité et il serait temps qu'on puisse bien plus facilement le percevoir pour que chacune et chacun, dans nos actes d'achat, on consomme en conscience. Merci Thomas. Je me tourne vers vous, chers invités, désormais. Si on ne fait rien, qu'est-ce que ça nous coûte collectivement demain? Mathieu, vous le voyez au quotidien, ne pas accompagner les agriculteurs dans cette transition, c'est risquer de payer beaucoup plus cher à terme. C'est ça, on parle souvent du coût de l'inaction, qui est, je pense, très visible dans l'agriculture aujourd'hui. En fait, on a une véritable stagnation des rendements ces dernières années, depuis, si on regarde juste sur le blé, depuis les années 2000, finalement, les rendements ont stagné et on rencontre des épisodes climatiques 2 fois plus fréquents qu'avant les années 2000. Donc ça s'est accéléré, en fait, c'est vraiment un constat qui est partagé par tout le monde, tous les acteurs du monde agricole, et en premier lieu par les agriculteurs qui sont en fait très largement concernés par ces menaces climatiques qui sont de plus en plus fréquentes et concernés par la viabilité finalement de leur propre activité. Et face à cet effondrement de la biodiversité, ces aléas climatiques, on a des agriculteurs qui sont aussi ouverts pour changer. Il y avait une étude qui est sortie récemment par The Shift Project, dont le président est Jean-Marc Jancovici, qui dit que 93% des agriculteurs sont aujourd'hui prêts à faire évoluer leurs pratiques, mais ils demandent un soutien financier pour être accompagnés dans ce changement. Victoire, Laetitia, à vos échelles respectives sur l'inaction? Moi, je pense qu'en effet, il y a plusieurs risques à ne rien faire. Déjà, il y a un risque environnemental évident. Par exemple, 80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone se fait au moment de sa fabrication. Donc, plus on renouvelle et plus on a un impact très fort en termes non seulement de déchets, ce qui est peut-être le plus visible, mais aussi en termes de fabrication de matière, d'extraction, de pollution. Donc l'impact environnemental, il est évident et on ne peut plus se le permettre. L'impact, il est aussi social parce que si on continue sur cette voie, il y a quand même une grande colère face à l'obsolescence prématurée des produits, un gaspillage, un écœurement qui vient des consommateurs et qui est assez légitime, mais il est aussi économique parce que c'est une question de souveraineté, de voir les entreprises françaises, comment est-ce qu'elles se positionnent et comment est-ce qu'elles font face à une concurrence, face à des marques qui peuvent vendre des choses très peu chères, très peu qualitatives, là où parfois il y avait une culture de la réparation, par exemple sur les voitures, sur plein d'autres choses. Et il y a vraiment une question de posture. Il y a des entreprises françaises qui peuvent être pionnières, qui peuvent se démarquer des autres grâce à la durabilité, à la réparabilité, à des bonnes pratiques. Et si elles ne prennent pas le pas, elles risquent tout simplement de s'effondrer et de couler face à des compétiteurs qui sont à l'échelle internationale sans aucune règle et beaucoup moins disantes. Absolument, et je vais compléter sur le dernier argument que je trouve très juste et qui est peut-être pas celui où on nous attend aujourd'hui en premier, c'est l'argument économique, en prenant l'exemple le plus caricatural qui est celui de l'ultra fast fashion qu'on a mentionné. En fait, aujourd'hui, pour moi, il semble fondamental que le citoyen comprenne le lien entre son pouvoir d'achat qui est dilapidé, l'inflation dans notre État, la crise qu'on traverse et la concurrence de marques ultra déloyales comme Chine et Temu, qui sont pour autant les premiers pôles de consommation des Français
français en matière textile. Il y a plus de 23% de la population qui consomme ces marques-là et c'est le premier site e-commerce visité. Et en fait, ce sont des entreprises qui non seulement ont des croissances et font des bénéfices qui sont pharaoniques, mais qui ne jouent pas les mêmes règles du jeu que nos entreprises, ne payent pas leurs impôts en France, fraude à la TVA, fraude en termes de contrôle sanitaire et de qualité des produits. Donc non seulement on s'appauvrit quand on achète ça, donc on dépense de l'argent qu'on jette finalement, on n'investit pas dans un produit de qualité qui va être pérenne, qu'on va pouvoir faire réparer, revendre, etc., qui va avoir une valeur qui va se perpétuer. D'une part, donc à titre individuel et à titre collectif, on met en souffrance des dizaines, des centaines de marques qui ferment et qui mettent toute la clé sous la porte. Donc ça veut dire qu'on tue aussi nos centres-villes, les commerces de proximité, que des boîtes qui employaient 100 ou plusieurs milliers de personnes, finalement les licencient. Et donc c'est un château de cartes économique qui s'effondre. Et il y a un risque pour moi d'inaction économique qui est majeur si on décide à minima de se défendre et sinon de ne pas attaquer, ce qui me semble être la chose à faire maintenant. La semaine dernière, il y a eu un cas très intéressant dans cette industrie, justement, d'un acteur qui va pas très bien économiquement, qui s'appelle Pimki, qui a décidé de s'associer à Chine pour revendre sur sa plateforme ses produits. Ça a une vertu, c'est que toute l'industrie s'est unifiée autour de l'idée qu'il fallait surtout pas pactiser avec Chine. Et donc peut-être que parfois aussi des comportements de marque qui continuent de choisir une voie exclusivement économique au détriment d'autres causes, se retrouvant en fait très isolés et peut-être encore plus sensibles à des évolutions sectorielles qui leur coûteront cher. On en garde un peu sous le pied pour la suite, chers amis. C'est l'heure du pour ou contre. Et c'est donc l'heure du pour ou contre. Pour ou contre cette affirmation, la vraie priorité, c'est de responsabiliser les consommateurs plutôt que de réglementer fortement les entreprises. Qui s'y colle en premier ? Mathieu, on se sacrifie. Pour ou contre, pas tout de suite, on développera ensuite. Plutôt contre. Enfin, je pense que la responsabilité, elle doit être sur les entreprises et qui doivent embarquer justement leurs clients dans une histoire positive pour favoriser les achats conscients. On va développer ensuite. Voilà, Victoire. Alors, j'ai envie de choisir la voie du milieu, mais plutôt contre. Et je vous expliquerai pourquoi. Laetitia. Plutôt contre. Thomas. Je serai plutôt pour, Alix, on s'ennuiera moins. Thomas, tu commences. Alors non, par contre, je ne vais pas commencer, je vais laisser mes compères démarrer avec leurs arguments contre, et puis j'essaierai d'abonder dans un sens différent pour nourrir le débat. Ok, très bien. Je peux démarrer. Victoire, ouais. Donc moi, au quotidien, mes actions professionnelles sont associées aux marques principalement. Et le but, c'est de générer de la transition là où il y a de l'argent, c'est-à-dire là où il y a l'impact le plus fort et la capacité à financer le changement. Donc les marques, les investisseurs, évidemment le régulateur. On parle souvent du triangle de l'inaction, donc la société civile, les entreprises, l'État qui se balance la patate chaude de la responsabilité. Moi, j'ajoute la pierre financière parce que les investisseurs aussi sont responsables et qu'on les oublie souvent. Si on prend ces quatre piliers, je pense que le consommateur, c'est une des voies, mais ça n'est pas la priorité. Déjà parce que on s'est rendu compte à travers de multiples études que finalement, c'était le dernier levier d'action des marques. Malheureusement, parce que les déclarations citoyennes ne sont pas suivies d'actes d'achat qui sont en cohérence, c'est ce que vous avez dit en introduction. On a beau dire qu'on souhaite faire des achats écologiques, en fait, quand on est devant la réalité de sa fin de mois, c'est malheureusement la plupart du temps pas ce qu'on choisit. Il y a une question d'offre aussi, en termes en tout cas de mode esthétique sur l'éco-responsabilité qui ne correspond pas à tout le monde. Et donc, à mon sens, ce sont les entreprises qui doivent faire le premier pas, accompagné par un régulateur musclé, notamment sur les règles internationales et le protectionnisme européen qui nous permet de faire face à la montée en puissance des acteurs asiatiques et des États-Unis. Mais oui, donc globalement, je suis plutôt contre cette affirmation, bien que, et donc c'est le rôle de SCORE dont on va parler après, la sensibilisation et l'éducation citoyenne au plus jeune âge est fondamentale. Est-ce que c'est pas aux consommateurs d'orienter le marché, néanmoins ? Je dirais que c'est vraiment un prisme français, voire un effet de bulle écolo dans lequel on peut être, nous, Parisiens, qui sommes privilégiés et qui avons cette conscience-là parce qu'on est informés. Mais la réalité, c'est que dès que vous voyagez un peu, vous voyez que la vaste majorité des consommateurs, en particulier les classes moyennes montantes dans les pays émergents ou en fort développement, sont absolument pas au fait de tout ça. Et c'est eux qui vont faire la consommation de demain et c'est eux qui drivent les comportements des marques, en tout cas
pour l'instant à l'étranger aussi. Donc, en tenant compte de cette réalité géographique, je dirais que sensibilisation, mais pas responsabilisation, en tout cas majoritaire. Peut-être pour essayer de nourrir le débat, et puis ensuite Mathieu et Laetitia, vous pourrez rebondir, mais tout à l'heure on évoquait aussi le poids du marketing dans les actes de consommation. Je pense que s'il y a autant d'investissements dans le marketing pour influencer les comportements d'achat, c'est bien que la clé est le consommateur et la consommatrice. Par ailleurs, il y a des exemples aussi de mouvements qui ont pu naître, alors en France ou à l'étranger par exemple, qui par un éveil citoyen sur certains sujets ont pu faire complètement basculer la stratégie des marques. J'ai souvenir, par exemple, il y a quelques années, ça avait été très, très soudain au Maroc vis-à-vis de Danone, qui pour le coup est une entreprise française, sur certaines gammes de produits ou d'une vidéo tournée par deux mères de famille diffusée sur Facebook, tout un mouvement social avait émergé pour exiger de Danone de vendre ses produits au prix coûtant parce que notamment les yaourts devenaient trop chers pour une grande partie des familles marocaines. Et en l'espace de 2 mois, Danone avait dû accepter de vendre coûtant ses produits, ce qui est quand même assez rare pour une entreprise privée et lucrative, cotée en plus, comme Danone. Et donc, ça montre bien qu'il est des cas, il existe des cas, même si je suis plutôt, je trouve très cohérent ce que Victor vient de dire, qui montre que le consommateur peut vraiment être la clé pour infléchir le comportement des marques et des entreprises dans leurs pratiques et notamment de production. Moi, je veux bien rebondir sur ça parce que nous, on vient de lancer une pétition contre Apple, contre Windows et Microsoft. Apple, c'était dans un autre cadre dont je pourrais parler un peu plus tard, puisqu'on a obtenu 25 millions d'euros d'amende contre cette marque. Mais sur le cas Microsoft, qui est plus récent, on a une entreprise qui force le passage de millions de consommateurs à passer d'un ordinateur qui était sur Windows 10 vers Windows 11, sachant que beaucoup d'ordinateurs ne sont pas compatibles. Donc, on a des ordinateurs qui, concrètement, ne peuvent pas passer et donc vont devenir victimes possiblement de cyberattaques. Et donc, ça va accélérer leur obsolescence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une pétition avec beaucoup d'organisations qui a été aussi relayée en Europe, aux États-Unis. Et donc là, on a près de 45 000 personnes qui signent avec nous. Donc oui, cette pression citoyenne, elle exerce des résultats, puisque là, Microsoft s'est engagé à étendre des mises à jour de sécurité gratuites pendant 1 an. Et ce n'est pas suffisant, parce qu'1 an, c'est rien. Et nous, on veut aller jusqu'à 2030. Néanmoins, vous avez répondu contre. Oui, mais du coup, c'est vrai, pour aller dans ce sens, c'est vrai que la pression citoyenne, elle est énorme. Quand le consommateur est bien informé, il peut faire changer l'offre. Et voilà, dans les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est vendre. Donc, si elles voient que la vente se fait dans un côté, elles vont plus y aller. Par contre, la priorité, ça reste la réglementation. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait des normes communes et des normes minimales, ce qui n'existe pas toujours. Par exemple, Microsoft, ils se permettent de faire ça, c'est parce qu'il n'y a aucune norme et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aucune mise à jour de sécurité pendant 10-15 ans, ça devrait être une norme, ça devrait être la base. Et pourquoi c'est important et c'est la priorité? Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est là qu'on va maximiser l'impact. Parce que si on attend que ce soit juste quelques marques qui, si elles trouvent qu'il y a un marché, des consommateurs motivés, en fait, c'est ce qui se passe depuis des années et on voit bien qu'on est face à un problème environnemental majeur. Donc, il faut qu'il y ait des normes minimales et ambitieuses parce que c'est le seul moyen d'avoir un impact maximal sur toutes les marques, qu'elles le veuillent ou non. Les produits doivent être durables et réparables. Après, il y en a qui vont faire encore mieux, qui vont être encore mieux disantes et tant mieux. Mais si on ne réglemente pas, en fait, on compte que sur la bonne volonté des marques. Et malheureusement, elles ne sont pas toutes pionnières, elles ne sont pas toutes à l'avant-garde de l'économie circulaire. Et on a un gros problème environnemental, on ne peut pas attendre. Mais bon, bien souvent, la réglementation est le résultat quand même de tout un cheminement qui part de consommateurs, d'entreprises qui s'allient aussi pour montrer qu'on peut faire différemment et arriver à la fin à une réglementation qui devient la même pour tout le monde. Peut-être Mathieu, dans un secteur encore un peu différent, celui de l'agriculture, l'alimentaire. Exactement. On voit énormément de pionniers qui ont commencé à investir avec cette notion de responsabilité en disant on a une chaîne de valeur, on doit accompagner nos agriculteurs qui sont finalement les premiers victimes du changement climatique. Et donc pour ça, ça va nous coûter cher. Parfois, on va le faire tout seul. On va prendre cet argent, on va prendre la responsabilité finalement de prendre intégralement le surcoût. Il y a aussi les tentatives de remettre, de finalement réimpulser ce surcoût sur le consommateur final, qui est compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ce manque peut-être de maturité de certains consommateurs, et aussi le manque d'information finalement. Sur l'alimentation, c'est très complexe, il y a énormément de choses à prendre en compte.
et des initiatives aussi collectives de plus en plus dans le secteur agroalimentaire, des initiatives aussi cross, c'est-à-dire on va avoir des acteurs du luxe qui vont s'allier avec des acteurs de la distribution pour finalement partager les coûts, mutualiser les risques et passer à l'échelle sur ces logiques de transition. Et effectivement, très en accord avec vous sur le fait que ça doit être encadré de manière stricte. La réglementation doit jouer un rôle de garde-fou, puisque l'idée, c'est pas du tout de venir finalement impacter négativement la compétitivité des entreprises, parce qu'on parle finalement de souveraineté alimentaire et de viabilité de notre agriculture. Peut-être un élément Oui. qu'on a trop peu évoqué, Alix, depuis le début, c'est aussi le poids que peut jouer l'explosion des coûts pour des entreprises qui, ne se prémunissant pas, par exemple, des conséquences du dérèglement climatique et des rendements qui chutent. Ça peut être dans le coton parce qu'il faut beaucoup d'eau et qu'on commence à en manquer. Ça peut être évidemment dans des filières alimentaires avec, par exemple, dans des pays méditerranéens, des chutes de rendement énormes sur des arbres fruitiers, les olives, etc. Font qu'en rayon, on se retrouve avec des prix qui deviennent presque intenables pour les consommateurs. Ça peut être aussi géopolitique. Le début du conflit en Ukraine, on a eu des ruptures d'approvisionnement sur des chaînes de valeur qui ont fait que les coûts ont explosé. Et peut-être aussi que des marques se sont un petit peu surfé sur cette vague-là. Mais je pense aussi que des évolutions importantes qui peuvent s'opérer sont parfois liées à des contextes qui font que le modèle économique ne tient plus. Ouais. Et ça, c'est pas tant lié à une pression des consommateurs ou une réglementation qui les contraint. Et justement, on va pouvoir approfondir un peu plus dans notre débat. C'est parti. Et on a entendu vos premières positions sur la responsabilité des consommateurs. On entre maintenant dans le vif du sujet. Comment concrètement influencer positivement les comportements d'achat pour notamment préserver la santé des consommateurs. Selon une enquête de Santé publique France en 2024, beaucoup de Français déclarent manquer d'informations fiables sur les produits qu'ils consomment. Trop d'informations peut conduire à la confusion et dans certains secteurs comme l'alimentaire ou le textile, la complexité technique est même souvent un frein. Victoire, Scord note les marques selon leurs différents impacts sociaux et environnementaux. Puisque vous vous apprêtez à le lancer. Côté santé, ces enjeux ou risques en l'état, ils sont visibles? Oui, absolument. Score, dans un premier temps, donc, ça va être une application pour les consommateurs qui va être entièrement gratuite. Et donc, c'est l'application qui estime la vraie valeur des marques. Donc, derrière valeur, Oui, on sur peut quels mettre critères? plein de choses. On a 4 critères majeurs et des critères mineurs néanmoins importants. Dans les 4 piliers majeurs de la méthodologie, on a waste, donc les déchets, entre guillemets, l'impact écologique global de la marque, en termes évidemment d'émissions carbone, mais aussi tout simplement combien de volume de produits la marque met en marché chaque année. Parce que quand vous êtes une marque de basket, même pas propre, et que vous produisez 50 000 paires par an, versus Nike qui en produit, je crois que c'est autour de 450 millions, c'est pas la même chose, puisqu'on l'a dit, l'impact était majoritairement situé à l'échelle, au niveau de la production d'un produit. Il y a le nombre d'invendus aussi que la marque laisse derrière elle. En moyenne, pour les marques qui sont pas du tout vertueuses, ça peut aller jusqu'à 30% des produits de mode qui sont fabriqués qui ne sont jamais vendus, donc qui deviennent directement des déchets. Donc, c'est pas la même catégorie que waste? Alors, c'est dans waste. Ça Ok. fait partie des sous-critères Très de bien. waste. Ensuite, on a sur le versant respect, donc le deuxième volet qui est respect, le respect des travailleurs et le respect des consommateurs. Donc là, on va s'intéresser au pouvoir d'achat, puisqu'on a remarqué avec des études préalables sur la communauté que l'on anime, on a plusieurs centaines de réponses de consommateurs, consommatrices qui sont un peu partout dans l'Hexagone avec très différents pouvoirs d'achat, que la priorité, c'est pas les valeurs écologiques ni sociales, mais c'est vraiment le rapport qualité-prix. Est-ce que j'investis dans un bon produit? Est-ce que j'en ai pour mon argent? Et finalement, c'est quand même directement corrélé à la longévité du produit. On a ensuite un critère santé, comme vous l'avez évoqué. Donc là, bien sûr, on va s'intéresser à tout un tas de paramètres, les PFAS, par exemple, qui ont fait beaucoup de bruit cette année, la toxicité des produits sur des personnes fragiles, les femmes enceintes, les enfants, par exemple, le rejet de produits toxiques dans les eaux de consommation, les nappes phréatiques, etc. Et on a une 4e brique, donc dans les critères majeurs, qui concerne la durabilité extrinsèque. On a parlé un peu du marketing. C'est la rapidité avec laquelle, en fait, on essaie d'évaluer l'obsolescence émotionnelle d'un produit, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle on va s'en lasser après l'avoir acheté, soit parce que tout simplement, il est mal fait et esthétiquement, typiquement dans l'ultra fast fashion, ce qu'on nous a vendu ne correspond pas à ce qu'on reçoit, donc on va le mettre une fois et puis s'en débarrasser.
parfois même avec son étiquette malheureusement, soit parce que tout simplement il y a une telle pression marketing de renouvellement de l'incitation à l'achat par les marques à travers des campagnes de communication, de l'influence, des newsletters, etc. Qu'on va se dire il me faut ce prochain produit alors qu'en fait il y a une semaine j'en ai déjà acheté un que j'ai quasiment pas porté. Donc ça ce sont aussi des critères qu'on va mesurer. Et dans les critères mineurs, on a des drapeaux rouges et des drapeaux verts, donc green flag, red flag. À titre d'exemple, dans les green flags on va avoir certaines certifications. Le fait, par exemple, que la marque n'utilise pas du tout d'avion dans l'ensemble de ses process de production, de distribution. Et dans les red flags, ça va de, par exemple, greenwashing, campagne itérative, dénoncer, ou bien travail des enfants, une seule fois, c'est suffisant pour dire que c'est un énorme red flag, etc. Et enfin, on a quelques critères qui concernent la transparence des marques, c'est-à-dire leur volonté à nous délivrer ces informations, le taux de complétude sur l'ensemble de la notation, et enfin, la courbe de progression, parce que vous pouvez être un acteur mass market, un Kiabi par exemple, qui est franchement pas associé à une étiquette verte, mais qui a néanmoins théoriquement une roadmap RSE et avec des jalons concrets qui vont de maintenant à dans 5 ans. Et ça nous semble intéressant aussi de donner cette info aux consommateurs. Une entreprise, il faut la voir à l'instant T, mais il faut aussi considérer que sa transition, au même titre que la nôtre, c'est un chemin, que ça prend du temps, des moyens financiers, des moyens humains, et donc il faut accompagner tout ça en soutenant aussi ces marques. Vous pouvez déjà nous dire combien de marques seront répertoriées? Comment ça va marcher? Alors ça, c'est un petit peu la puissance de l'outil. Historiquement, on avait une première version bêta, on faisait tout à la main, donc on arrivait à une centaine de marques avec une équipe chevronnée. Aujourd'hui, et ce sont des informations, que nous, communs des mortels, si on cherche, on les trouve? Alors oui et non. Il y a des informations qui sont confidentielles, il y en a beaucoup qui sont publiques, mais qu'il faut savoir chercher et surtout interpréter, puisque quand vous avez une page RSE d'une marque de mode, il peut y avoir à boire et à manger dedans. Il y a des rapports financiers pour les entreprises cotées, il y a des rapports d'ONG, bien sûr, des rapports d'enquête. Donc c'est tout ce travail depuis 7 ans qu'on fait d'accumulation de data, et également en partenariat avec certaines marques qui sont capables de nous délivrer des informations vérifiables sur les critères qu'on demande. Et ensuite, passage à la moulinette d'un algorithme qui nous aide justement à avoir du volume sur les fiches de marques. Et donc, idéalement, on va sortir autour de 300 marques au moment du lancement de l'application d'ici la fin de l'année. Et l'objectif est quand même d'en avoir plus de 1000 au bout d'un an. Et idéalement, d'avoir le maximum de marques possible, sous réserve que les informations soient vérifiées. Donc, on préfère faire moins ambitieux, mais solide pour le démarrage. Laetitia, dans l'électronique ou l'électroménager, les impacts pour la santé sont moins visibles, mais bien réels. Il y a les substances nocives, la pollution liée à la fabrication. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une demande claire d'infos santé de la part des consommateurs? Alors, l'information que recherchent les consommateurs sur les appareils du quotidien électrique, électroménager, etc., c'est pas tant sur la santé que sur le rapport à l'investissement, comme on disait. Nous, on a fait un choix de plaidoyer très pragmatique. En effet, les impacts environnementaux, l'obsolescence qu'on appelle nous marketing, parce que c'est pas la faute du consommateur, mais bien celle de tous les investissements dans le marketing pour orienter ses choix. Qui compte, mais alors, tout ça compte, mais pour le consommateur, in fine, on l'a beaucoup dit, c'est le prix qui compte. Et donc, nous, ce qu'on a aspiré, on a obtenu avec HOP, Halte à l'obsolescence programmée, c'est d'avoir une information claire qui mette fin à une asymétrie d'information. Parce que le fabricant, le distributeur éventuellement, sait à peu près si son produit est durable, réparable, surtout le fabricant, il l'a conçu, il l'a designé. Par contre, le consommateur, lui, entre un produit, un ordinateur et un autre, une imprimante ou une autre, a très peu d'informations, si ce n'est le prix, la réputation de la marque. Et donc, s'il a peur que ça ne dure pas, il va certainement aller au moins cher, comme ça, il limite un peu les risques. Finalement, c'est très important d'avoir une information sur la durabilité, la réparabilité, mais la réparabilité au sens de est-ce que je pourrais le réparer pour qu'il dure ? Puisque si je mets le prix, si j'achète quelque chose de plus qualitatif, je veux être sûre que j'en ai pour mon argent. Et je veux être sûre que ce produit va me durer plusieurs années, donc ça va amortir un peu son coût d'achat. Sinon, je vais acheter le moins cher, évidemment. Je suis rationnelle. Et donc, on a demandé et obtenu un indice de durabilité sur les marques et sur tous les produits vendus.
Et donc là, aujourd'hui, on a énormément de catégories de produits qui sont concernés par cet indice. Et là où on parlait de réglementation, ce qui est bien, c'est que c'est justement une obligation de la loi AGEC. Et donc, tous les fabricants sont obligés de donner ces informations. Et on gagne du temps parce que, qu'elles le veuillent ou non, elles sont obligées de renseigner une grille de critères très Et importante. comment il apparaît au consommateur cet indice? Eh bien, et en plus, là aussi, c'est réglementé. Donc, ça doit être à côté du prix, de manière très claire, très évidente. C'est pas caché dans une petite ligne après Facile à l'astérix. comprendre. C'est en ligne comme en magasin. On a une note sur 10. Et ça, beaucoup de consommateurs l'ont déjà vu sur leur aspirateur, l'ordinateur, le smartphone. Et donc, plus on se rapproche du 10, plus on est une marque C'est durable, le réparable. Nutri-Score de l'électroménager, quoi. Exactement. Et en fait, c'est même plus que l'électroménager, parce que c'est le bricolage, c'est énormément de produits du quotidien. Et ces critères, ça peut être sur la durabilité, la réparabilité. Il y a vraiment des critères très exigeants. Sur lesquels nous, à Hop, on participe à tous les groupes de travail, c'est fait avec toutes les parties prenantes, les distributeurs, les réparateurs, les fabricants, etc. On se met autour de la table et on regarde les critères qui sont importants pour le consommateur. Et lui, à la fin, il a une note qui lui permet de dire cet ordinateur, il a tel prix, mais il a telle note aussi de durabilité qui compte, par exemple, la maintenance. Est-ce que c'est facile de l'entretenir? Est-ce que c'est facile de le réparer? Est-ce qu'il est robuste? Par exemple, sur une machine à laver, il faut pouvoir encaisser 20 ans de lavage, de cycle de lavage en moyenne, pour être vraiment considéré durable. Donc c'est sérieux. Et ça permet au consommateur vraiment d'avoir les informations clés, de choisir en connaissance de cause. Et là, il peut exercer toute sa pression de consommateur. Mais si on n'a pas cet outil, on ne peut pas consommer en connaissance de choix, on ne peut pas orienter les marques. Mais est-ce que, Laetitia, il y a eu des études, par exemple, de conso, justement, sur l'impact que peut avoir cet indice de réparabilité aujourd'hui vis-à-vis du prix dans les comportements d'achat? Oui, et c'est significatif. Ok. Les marques qui ont augmenté leur indice de durabilité, qui ont une bonne note, vraiment voient leur chiffre d'affaires augmenter sur ces produits-là. Donc clairement, ça a un gros impact parce que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus parce qu'ils savent qu'ils vont amortir ce coût. Donc c'est pas comme dans l'alimentaire où c'est peut-être d'autres dynamiques. Là, sur des produits durables, eh bien, le prix, c'est vraiment essentiel. Et c'est là qu'on réconcilie environnement et pragmatisme économique. Parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer au consommateur en quoi il fait un geste écolo, parce que de facto, s'il prend un produit qui est plus durable, plus réparable, il va durer et il va faire un geste écologique. Donc c'est bon pour tout le monde. Et on a aussi des entreprises qui s'engagent, qui sont précurseurs, qui vont encore plus loin, qui mettent qui aident le consommateur à avoir le choix durable, des choses comme ça. Donc il y a des distributeurs aussi qui voient bien que c'est important de parler à leurs clients, parce que sur Internet, certaines marques s'en fichent complètement. Mais là où font la différence, certains distributeurs, nous on les voit, on a organisé, on fédère un club de la durabilité avec une 40aine de marques, parce qu'en effet, la transition, c'est un chemin. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui voient que c'est un enjeu économique et stratégique et qui s'y engagent. Et donc c'est avec les entreprises aussi qu'on pourra créer des solutions et des alternatives pour les consommateurs. Le secteur qu'adresse Laetitia autour des produits numériques, par exemple, ou dans la mode, on a une particularité quand même, c'est qu'en France, il n'y a plus d'industrie. Donc les conséquences de la façon dont sont conçus ces produits, les conditions de travail, etc., ne sont absolument pas perceptibles, ce qui rend, je trouve, d'autant plus importante les indices, comme on vient de l'évoquer. C'est peut-être un petit peu différent dans le domaine agricole, où là, on est bien obligé d'avoir des industries et des exploitations locales pour pouvoir nous alimenter. Il faudrait que je revienne sur cette déclaration après. Mais Nous y reviendrons. Et moi, Victoire, ça m'intéresserait aussi de voir si tu prends en compte dans ton outil le côté sourcing durable, finalement. Est-ce que je source local? Est-ce que je source avec des matières premières responsables? Et comment j'accompagne finalement ma chaîne de valeur dans la transition? Absolument, je te dis ça juste après. Ok, avec plaisir. Du coup, effectivement, nous, on a fait le cœur de notre métier, l'accompagnement des agriculteurs et le financement de cette transition. Transition qui finalement se mène sur le terrain, donc à l'échelle des fermes, et qui dure 5 ans. Finalement, on va accompagner les agriculteurs sur une trentaine de leviers pour notamment impacter la dimension carbone, donc leur permettre de réduire leurs émissions, de stocker plus de carbone durablement dans leur sol, mais aussi d'impacter la biodiversité. Et en fait, on travaille, du coup, nous, main dans la main, avec des entreprises, justement, qui ont pris conscience de cette dimension, on va dire, responsabilité, mais aussi résilience économique,
de se dire demain, on a besoin finalement de matières premières. On est un LVMH, on a besoin de cuir. On est une marque de textile, on a besoin de lin français potentiellement pour remplacer le coton. Et donc, on va finalement investir en France aux côtés de nos agriculteurs pour les accompagner dans cette nécessaire transition. Et notre métier, il est un petit peu similaire que du vôtre, mais vraiment sur le terrain où effectivement, il faut délivrer la bonne information. Et pour délivrer la bonne information, il faut une mesure précise. Donc, en fait, on fait des diagnostics des agriculteurs et puis on va remonter des données qui peuvent être valorisées jusque finalement aux consommateurs avec une pédagogie qui est nécessaire, puisque effectivement, pour passer de levier terrain à une histoire, peut-être marketing parfois, nécessaire finalement pour embarquer les consommateurs. D'où ce certificat biodiversité. Exactement. Donc, on s'est associé avec une ONG. Nous, on est une entreprise à mission, on est Bicorp, mais on a été chercher l'expertise d'une ONG qui s'appelle Noé, qui est une association qui a une vingtaine d'années et ils sont 300 dans l'association, donc c'est une grosse association et c'est une association surtout de terrain. Et qui accompagne aujourd'hui 70 000 hectares de terres agricoles. Et ils viennent finalement faire du conseil technique et agronomique sur comment préserver la biodiversité sur une ferme, comment régénérer les écosystèmes locaux. Et on s'est associé en fait pour effectivement travailler sur des certificats de biodiversité, puisqu'il est nécessaire toujours d'y inclure une notion de certification pour mettre finalement une notion de confiance et pouvoir aussi communiquer de manière alignée avec des données robustes. Et donc ce programme, c'est quelque chose qu'on développe dans des chaînes de valeur aussi, notamment dans la chaîne de valeur lin avec Dior, betterave, puisque Dior fait du parfum à base d'éthanol, donc voilà. Et une entreprise aussi, Norcis, qui n'est pas en lien avec les matières premières naturelles, mais qui est un acteur engagé. On le fait avec le Muséum d'histoire naturelle, et l'objectif étant de finalement valoriser les pratiques qui vont être mises en place par les agriculteurs en faveur de la biodiversité et surtout de les rémunérer plus. Puisque tout l'enjeu, sur faire changer les comportements, il y a une grosse dimension économique, puisqu'aujourd'hui, les agriculteurs, on a perdu 3/4 de nos agriculteurs en 50 ans. C'est 100 000 fermes qui ont mis les clés sous la porte. Et c'est avant tout la dimension aussi sociale qu'on cherche à mettre en avant à travers ce projet. Et vous pensez que ce repère, il peut devenir aussi fort que l'empreinte carbone pour le climat ? Nous, on a toujours prôné une vision holistique, puisque en fait, les agriculteurs ne sont pas voués à cultiver du carbone. On croit en tout cas nous, sur la ferme familiale, donc qui est près de Lille, on pense qu'on a beaucoup plus à donner, on a impacté sur les écosystèmes, on va parler de qualité de l'eau, on va parler de biodiversité, de préservation de nos sols. Est-ce qu'on a bien saisi les enjeux, nous consommateurs, de la biodiversité sur notre assiette, notre alimentation, nos achats ? Je pense pas, c'est assez complexe en fait. Ouais. D'où l'idée d'abord d'avoir une méthodologie de mesure qui soit robuste, validée scientifiquement, d'où l'idée de le faire avec le Muséum d'histoire naturelle. Et c'est un petit peu la base. Finalement, c'est ce que vous approchez, vous, dans vos domaines sur la responsabilité des marques et la circularité. C'est d'abord d'avoir un tiers de confiance qui va venir valider cette mesure pour ensuite pouvoir faire de la pédagogie et raconter une histoire et embarquer des agriculteurs, des acteurs économiques et le gouvernement dans cette histoire commune pour véritablement passer à l'échelle l'agriculture régénératrice. Victor, il y avait quelque chose qui vous a interpellé dans ce que Thomas avait dit. Vous vouliez revenir dessus ? Oui, je voulais rebondir sur 3 choses qui ont été dites avec un prisme positif. C'est vrai qu'on a commencé la discussion en parlant de crise, de problématiques, et souvent quand on aborde des sujets relatifs à l'écologie, on est plutôt contre, en général. Il y a une grosse différence entre justement, notamment légiférer en nivelant par le bas et en allant vers ce qui devrait être normal, typiquement le bio accessible pour tout le monde, ou alors le fait qu'il n'y ait pas de PFAS dans nos produits, ou le fait qu'on n'ait pas à être obligé de changer d'ordinateur pour une mise à jour d'OS. Et
comment dire, guidé par l'exemplarité. Et c'est ce que fait par exemple le score de réparabilité pour les produits électroniques. Et c'est ce qu'on veut faire aussi avec Scored. Bien sûr qu'il y a des critères qui sont pénalisants pour les entreprises, mais il y a aussi beaucoup qui les mettent en avant et qui au contraire cherchent à leur apporter un retour sur investissement de leurs actions bénéfiques. Je prends un exemple donc, pour illustrer et vous répondre Mathieu, sur la question des critères positifs et du sourcing des matières. Typiquement, dans le scoring principal sur la catégorie déchets, il y a des points positifs si vous utilisez des matières régénératives, des matières qui sont biosourcées, qui sont transformées localement, ou évidemment du réemploi de matières déjà existantes. Et le but, c'est qu'à la fin, si vous avez deux acteurs très grand public qui se tirent la bourre, mais plutôt vers le haut, parce que l'un a une moins bonne note et qui veut comprendre pourquoi, à mon sens, c'est extrêmement bénéfique. Et c'est aussi bénéfique côté consommateurs qui vont avoir davantage confiance dans les marques, et on rentre dans cette boucle vertueuse de je concède dépenser un petit peu plus parce que j'ai confiance dans la marque et les valeurs qu'elle me propose, comme c'est le cas par exemple pour l'électroménager. Et ce qui m'a fait tiquer, c'est sur la partie export des savoir-faire. Donc c'est sûr que la désindustrialisation textile, elle a été massive en France. Néanmoins, ce que je trouve aussi génial, c'est qu'on change de discours quant à cette réindustrialisation. On est au fait qu'on ne sera jamais compétitif en remettant des gens derrière des machines à coudre comme dans les années 60. Ça, c'est sûr. En revanche, ce qu'a évoqué tout à l'heure Laetitia, c'est un très bon exemple d'ouverture de nouveaux marchés, sur l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage ou circulaire. Typiquement, vous avez donc associé à ces produits qui sont plus durables, qui sont réparables, qui sont revendables, des systèmes d'identification, d'authentification, de traçabilité qui amènent maintenant des entreprises françaises à créer des services donc pour ces systèmes d'authentification, des puces, des QR, etc. Et puis aux consommateurs de rentrer dans une nouvelle dynamique de sortie de jetabilité systématique de ce qu'on consomme. Et pour moi, en tout cas dans la mode, cette économie de service, donc la location, la réparation, etc., l'économie du partage comme la seconde main, sont des mines d'or d'emploi et de restauration de la souveraineté, de ce dont on a parlé, etc. Et ça donne aussi envie d'aller vers demain avec des considérations écologiques qui ne sont pas que punitives. Et pour les entreprises, il faut qu'on passe d'une prime au vice à la récompense du bon sens, c'est-à-dire des marques qui agissent pour que la consommation se fasse mieux. Avec ces modèles-là, il y a beaucoup de cas, de figures d'entreprises qui ont expérimenté ces modèles de location, de fonctionnalité. Je n'en citerai pas de nom aujourd'hui, mais malheureusement, dans bien des cas, alors que ça marche très bien et que c'est rentable, souvent c'est le niveau des actionnaires que ça coince. Parce que ça implique de renoncer à des bénéfices et à de la profitabilité sur quelques années, le temps d'opérer une transition d'un modèle linéaire à un modèle circulaire autour de l'économie de la fonctionnalité. Et ça, c'est un autre gros problème qu'on n'a pas forcément adressé aujourd'hui. On pourra peut-être en faire une spéciale à l'occasion. Laetitia voulait réagir, je crois. Oui, sur tout ça, c'est vrai que même si les produits, en effet, sont souvent conçus par des multinationales en dehors de nos frontières, il y a en revanche beaucoup d'emplois qui peuvent être favorisés grâce à toute cette économie de la durabilité, de la réparabilité, et qui est obligée de transférer une économie qui se basait sur la vente de produits neufs vers des services. Et beaucoup d'entreprises pionnières l'ont déjà compris, en tout cas celle du Club de la durabilité, par exemple, et des emplois dans la réparation. Mais c'est en train d'exploser au niveau de tout ce qui est smartphone et de beaucoup d'électroménagers, le lave-linge, etc. C'est vraiment une économie qui est en train d'exploser. Nous, à HOP, Halte à l'obsolescence programmée, on organise les journées nationales de la réparation. On voit qu'il y a un élan énorme. Il y a plus de 1400 événements sur tout le territoire. Il y a énormément d'entreprises qui sont partenaires. On fait un partenariat avec France Travail parce que la réparation, c'est un emploi d'avenir. C'est aussi un service stratégique d'avenir pour les entreprises françaises. Et ça, beaucoup l'ont déjà compris. Et c'est vrai que sur ces enjeux-là, il y a vraiment un enjeu d'économie locale qui est très vertueuse et qui est en plus favorisée par la réglementation, là encore. Par exemple, il y a le bonus réparation qui permet, en fait, c'est une obligation des entreprises de verser une petite éco-contribution qui est collectée. Ça fait un fonds qui est reversé aux réparateurs qui permet, in fine, aux consommateurs de réparer moins cher parce qu'on en revient toujours au prix. Réparer, parfois, ça coûte presque plus cher que d'acheter du neuf. Et donc, ce bonus réparation, il permet de réparer moins cher et de soutenir les entreprises qui font bien la réparation parce que là aussi, c'est intéressant. Celles qui vont verser plus pour le bonus réparation, c'est celles qui réparent le moins. Il y a une sorte de prime à celles qui réparent bien. Elles ont à payer moins et de primes, enfin de taxes, entre guillemets, alors que celles qui font n'importe quoi et qui ne
permettent pas qui ne conçoivent pas des produits bien réparables, elles vont verser plus au pot commun. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un système qui peut être vertueux et qui peut accompagner la réparabilité, la durabilité de manière positive. Dézoomons un peu pour clôturer ce débat, si vous le voulez bien. Selon le baromètre Greenflex ADEME 2025, de moins en moins de Français affirment faire tout leur possible pour réduire leur impact environnemental. Ils ne sont plus que 13%, soit une baisse de 5 points en un an. Même tendance du côté de la seconde main, dont la pratique recule de 6 points. C'est un paradoxe. L'inquiétude face à l'urgence écologique progresse, mais dans les actes au quotidien, l'élan s'essouffle. Est-ce qu'on assiste à une fatigue écologique, un découragement face à l'ampleur de la tâche? Déjà, je me demande s'il n'y a pas une forme de biais dans la question, parce que quand on demande de faire tout son possible, je pense qu'il suffirait de dire est-ce que vous faites de votre mieux, et on aurait beaucoup moins de gens qui auraient répondu je ne le fais plus. Ouais. Tout son possible, c'est on ne peut pas faire davantage, et en ce moment, dans la situation qu'est la nôtre, avec tous ces produits dont les prix ont beaucoup, beaucoup augmenté ces 12 derniers mois, je pense que notamment voilà, en rayon, quand on fait ses Ouais. courses, on le voit beaucoup, des Mm. prix parfois qui doublent du jour au lendemain, forcément. Je pense que si on demande si on fait tout le possible, peut-être pas, parce que je dois faire des choix, des arbitrages, et qu'en ce moment, ils ne sont pas forcément en faveur des offres mieux-disantes. D'où le fait que là, pour le coup, la réglementation peut avoir un poids à jouer si elle récompense les marques qui sont plus vertueuses, en ayant par exemple une TVA verte, qui est un des objets de discussion assez intenses qu'on a en ce moment, notamment dans les perspectives des prochaines élections, où il faut qu'on arrive à mettre en place ce type de système pour changer d'échelle auprès des entreprises qui ont des offres mieux-disantes. Victor? Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'en effet, il y a une fatigue. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé des milliardaires et de à la fois ce qu'ils ont sur leur compte en banque et de l'impact carbone, l'empreinte carbone en général. Et donc, c'est normal qu'il y ait une lassitude quand on est un citoyen moyen et qu'on se dise, c'est pas légitimement, c'est pas dans mes mains. Néanmoins, j'espère qu'il y a aussi une forme de repos militant parce que, en tout cas dans la mode, le législatif a vachement pris le dessus cette année. On a tout un tas de projets de loi ou de lois qui ont été promulgués à l'échelle européenne d'ailleurs ou à l'échelle française. On a mentionné l'affichage du coût environnemental des produits. Il y a le projet de loi anti-fast fashion également qui a été adopté à l'unanimité Assemblée nationale puis Sénat et qui est en cours d'application. Il y a des initiatives européennes de rébellion contre le modèle économique des marques d'ultra fast fashion. Donc j'ose espérer que ça participe aussi au fait que les gens se disent ok, il y a un relais de la part des décideurs et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que les mots soient mis en acte, mais voilà, c'est à nouveau pour le prendre avec un prisme positif. Oui. Non, mais c'est bien. On clôture sur la touche positive. On verra avec Mathieu remarque sur cette fatigue écologique. C'est vrai que les marques avec lesquelles on travaille chez Agotera regardent leurs consommateurs, mais regardent aussi leur amont finalement agricole, puisque c'est de l'ordre de la survie de l'entreprise. Typiquement, un Pierre Fabre, c'est 37% de son chiffre d'affaires qui repose sur les matières premières naturelles. Et ils ont estimé avec Carbon 4 que c'était 25 millions d'euros de pertes qui pouvaient être liées finalement aux pertes de rendement et de manière annuelle. Donc, en fait, ces marques, elles avancent parce que c'est une question de survie. Et ensuite, c'est comment on peut raconter des histoires avec justement se poser les bonnes questions sur comment mettre de la traçabilité, comment faire remonter les bonnes données pour délivrer le bon discours et embarquer sur quelque chose qui deviendrait finalement normal. Ce qui est complexe en ce moment, c'est qu'on est vraiment dans cette période de transition, c'est-à-dire qu'on vit des chocs. Et vous le dites, Thomas, on voit notre panier qui augmente. Et pour prendre un chiffre, là, plus 25% le prix de la viande depuis le début de l'année, en fait, les marques, elles doivent s'adapter. Et en fait, elles ont une responsabilité à venir finalement amortir ce choc auprès des consommateurs et demain faire évoluer leur modèle pour que finalement cette alimentation plus saine et plus durable qu'on souhaite tous, je pense au fond, se normalise avec néanmoins un léger surcoût qui sera effectif et qu'il faut savoir nommer. Même si l'augmentation du prix de la viande n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque ça veut dire qu'il y aura moins de consommation de viande, et ça, a priori, c'est pas une mauvaise chose pour la préservation de la planète et de la biodiversité. Laetitia, ce sera le mot de la fin.
Moi, sur ça, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que, certes, il peut y avoir une fatigue, par exemple, en se disant: «Bah, moi, j'ai envie de réparer», par exemple et concrètement, je ne le fais pas. Pourquoi? Notamment parce que je trouve ça trop cher peut-être ou pas assez rentable et à côté de ça, il y a un bonus réparation. Tout le monde peut y avoir accès, Mmh. tous les consommateurs. Qui est-ce qui est au courant? Personne. Ouais. Donc je pense qu'il y a déjà un petit problème parce qu'il se passe déjà des choses, il y a des initiatives et beaucoup de consommateurs l'ignorent et pourraient activer ça si, ils le savaient. Donc c'est pour ça qu'on organise des journées nationales de la réparation en octobre. Et ensuite, la deuxième chose, c'est, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une vive, émotion encore, plus qu'une fatigue, encore vraiment une envie d'agir. Là, on le voit, 400 millions d'ordinateurs sont concernés par une obsolescence prématurée et c'est pas de la faute des consommateurs. Ils sont, victimes de ça, ils ne peuvent rien y faire et pourtant les voix s'élèvent. Près de 45 000 signataires à notre pétition sur le site haltobsolescence.org. On voit bien que parfois ce n'est pas vraiment entre les mains des consommateurs et qu'ils sont là pour dire que ce n'est pas possible et qu'ils veulent vraiment des produits durables, réparables et là, voilà, moi je vois plus, une énergie qu'une fatigue pour, faire, voilà, entendre la voix des consommateurs. Merci pour ces touches positives. On passe à la dernière séquence. Et on termine cette émission avec le Good to Know. On en sait plus désormais sur vos outils respectifs. Place maintenant à vos actualités. On procède à un rapide tour de table, 2 minutes chacun. Victoire, pour commencer, avec Scord, plein de choses à venir, j'imagine. Oui, absolument, une première version de l'application donc qui va être assez simple, sur laquelle on attend beaucoup des retours des utilisateurs et utilisatrices. Donc, il sera lancé quand Qui exactement? sera lancé d'ici la fin de l'année. Et je Très vous bien. invite à suivre l'actualité principalement sur les réseaux sociaux et dans la newsletter de Scord à laquelle vous pouvez vous inscrire librement. Avec différentes fonctionnalités qui vont arriver, notamment la possibilité de se géolocaliser pour trouver des boutiques de seconde main, des boutiques éco-responsables, déposer des vêtements usagés au bon endroit ou savoir où les faire réparer, notamment les lieux qui sont labellisés bonus réparation qu'on a évoqués. Et puis dans les actus donc, qui ne sont pas relatives à Scord, j'invite vraiment les gens à s'intéresser au coût environnemental qui va être affiché sur les vêtements. Évidemment, c'est un affichage volontaire, mais vous pouvez aussi solliciter les marques justement pour qu'elles rentrent dans cette démarche. N'importe quel type de marque est concerné, grand public comme déjà engagé. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est un outil très puissant et qui sera commun dans le futur. Merci Victoire. Mathieu. Oui, de notre côté, c'est le déploiement finalement de cette approche biodiversité à grande échelle. Donc aujourd'hui, on travaille effectivement sur la création de ce diagnostic, cet outil de diagnostic pour que chaque agriculteur qui souhaite se lancer dans une transition holistique qui vont impacter à la fois la partie carbone mais biodiversité puisse finalement être rémunéré avec ces fameux certificats de biodiversité. Et on souhaite du coup créer un collectif d'entreprises puisque l'idée dans les prochains mois, c'est de tester dans différentes filières. Donc on a déjà finalement des entreprises qui nous accompagnent sur les filières betterave, lin, mais on cherche également à étendre ce dispositif donc, qui est concentré sur les Hauts-de-France pour le moment. On va chercher à aller rassembler et engager d'autres agriculteurs dans d'autres régions en France. Laetitia. Eh bien, nous, à HOP, Halte à l'obsolescence programmée, on travaille à massifier les indices de durabilité qui sont obligatoires et qui vont se développer bientôt sur les sèche-cheveux, sur les enceintes, sur les vélos électriques, des produits du quotidien dont on a besoin d'avoir plus d'informations sur la durabilité. Donc, on y travaille activement. Également, on a un site qui s'appelle produitsdurables.fr pour vraiment avoir toutes les infos du quotidien sur comment on répare, où trouver un réparateur, comment choisir le produit le plus durable, etc. Également, les Journées nationales de la réparation le 16-19 octobre 2025. Et puis, quand on a besoin de se fédérer en collectif pour aller plus loin et exiger plus des marques et d'un cadre législatif, eh bien, je crois qu'on a besoin de se fédérer et c'est là que c'est tout notre travail de pétition aussi qu'on peut retrouver sur le site haltobsolescence.org. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose pour clôturer cette... Peut-être de façon transverse, se dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance que peuvent avoir ces initiatives qui permettent d'avoir un indice simple et lisible pour les consommateurs. On a un précédent très marquant en France en la matière qui s'appelle Yuka sur le volet alimentaire, qui a, en déployant ce simple indice
qu'est le score, une influence énorme sur la composition des produits et des marques ont été obligées de revoir leurs pratiques en la matière parce que du jour au lendemain, c'était imposé quelque chose comme une évidence. Donc j'espère et je vous souhaite à toutes et tous dans vos projets de permettre à nous, en tant que consommateurs, à nous toutes et tous, de mieux consommer pour que l'ensemble des secteurs d'activité que vous adressez puissent évoluer positivement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à Laetitia Vasseur, déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée, Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et à Mathieu Tout-le-Monde, fondateur d'Agotera. Merci à toi Thomas. Avec plaisir. On se voit dans 2 semaines. Il paraît. Merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change.